Cette petite araignée appartient sans doute à une espèce inconnue. Étant donné l'efficacité de son camouflage, il est presque certain que personne ne l'avait filmée avant nous. Nous l'avons découverte complètement par hasard. Notre caméraman s'essayait à une nouvelle technique de macrophotographie en suivant une fourmi. Dérangée par le passage de l'insecte, l'araignée a révélé sa présence le temps d'un éclair, juste devant notre objectif. Il s'agit peut-être d'une espèce en voie de disparition ou au contraire d'une population en pleine expansion. Quoi qu'il en soit, il n'est pas étonnant qu'on ne sache rien d'une créature aussi minuscule et quasiment invisible. C'est d'ailleurs le cas de nombreuses espèces d'araignées. Elles constituent une famille animale méconnue et souvent mésestimée. Pourtant, ces étonnantes petites bêtes sont essentielles à l'équilibre de notre écosystème. Les araignées ne sont pas des insectes. Entre autres différences, elles ont 8 pattes au lieu de 6 et sont dépourvues d'antennes. Au sein du vaste embranchement des arthropodes, les araignées et les insectes appartiennent à 2 classes distinctes depuis des centaines de millions d'années. Cependant, leurs destins sont étroitement liés, car la plupart des araignées sont insectivores. Mais parfois, les rôles s'inversent. Les fourmis sont des animaux sociaux, ce qui leur donne une supériorité indéniable au sein de leur microcosme. En groupe, elles sont capables de tuer n'importe quelle araignée, quelle que soit sa taille. Les fourmis légionnaires sont particulièrement agressives. Cette mygale aux orteils roses semble cernée par des soldats minuscules. Leur nid est sans doute à proximité, et l'araignée peine à s'en éloigner. Elle risque de se faire repérer d'un instant à l'autre. Même si la colonie n'est pas en train de chasser, elle pourrait se sentir menacée par l'araignée et l'attaquer sans hésiter. Bien des animaux plus gros et plus rapides succombent ainsi sous les assauts des fourmis légionnaires. Les gardiennes du nid ont remarqué la présence de l'intruse. Heureusement pour elle, la mygale dispose de 2 systèmes de défense très efficaces. Les poils qui la recouvrent empêchent les mandibules des fourmis d'entamer facilement son exosquelette.
Elle utilise en plus une tactique toute personnelle. Elle se transforme en statue. Si elle parvient à rester immobile, les fourmis ne l'identifieront pas comme un animal vivant. Dès que ses attaquantes commencent à se désintéresser d'elle, la mygale s'enfuit à toutes pattes. À quelques exceptions près, toutes les espèces connues d'araignées sont venimeuses. Cependant, seuls 5 genres ont été répertoriés comme potentiellement mortels pour l'homme. Les genres Atrax, Adronychae, Latrodectus, Loxosceles et Phoneutria. Il est difficile de déterminer quelle est l'espèce la plus dangereuse. Cette Phoneutria est surnommée l'araignée vagabonde du Brésil. Selon de nombreux chercheurs, elle détient le record du venin le plus toxique. Cela dit, quand elle mord pour se défendre, cette prédatrice n'injecte pas forcément de poison. Grâce à ses morsures sèches, elle économise son venin en le réservant exclusivement à la chasse. Dans le cas présent, cette blatte géante ne risque rien. Ce mâle, Phoneutria, est en pleine période de reproduction. Ce n'est pas une proie qu'il recherche, mais une partenaire. Il dresse même ses pattes rayées à la verticale pour dissuader l'insecte de s'approcher de lui. La Loxosceles laeta compte parmi les araignées les plus venimeuses. Chez l'homme, les effets dévastateurs de son venin peuvent encore se faire sentir plusieurs mois après la morsure. Présente presque partout dans le monde, elle vit souvent à proximité des habitations. Aussi appelée araignée violoniste ou recluse du Chili, elle est originaire d'Amérique du Sud. Son céphalothorax est orné d'une marque en forme de violon qui la distingue de ses cousines moins dangereuses.
Les araignées les plus grosses n'ont pas besoin d'utiliser un venin très toxique. Les énormes tarentules des régions tropicales sont dotées de chélicères tellement puissantes et acérées qu'elles peuvent tuer leur proie sans avoir recours à du venin. Le liquide qu'elle leur injecte s'apparente plus à une enzyme digestive qu'à un poison mortel. Quand l'occasion se présente, ces araignées s'attaquent même à de petits vertébrés. Celle-ci s'est toutefois montrée trop ambitieuse. La carapace d'une tortue est définitivement trop solide pour être perforée. Parmi les quelques 40 000 espèces d'araignées connues à ce jour, presque toutes se nourrissent essentiellement d'insectes. Elles jouent un rôle écologique capital en préservant l'équilibre de notre écosystème. Les moustiques sont responsables de la propagation épidémique de plusieurs maladies infectieuses. Par leurs piqûres, ils transmettent par exemple le paludisme, qui cause près d'1 million de victimes chaque année. Comme les moustiques, certaines mouches sont elles aussi vecteurs de maladies graves. En mangeant des insectes, les araignées contribuent donc indirectement à la sauvegarde de l'espèce humaine. Leurs méthodes de chasse peuvent varier d'une espèce à l'autre. Cette Uloborus est l'une des rares araignées dépourvues de glandes à venin. Elle tue sa proie par étouffement, en l'enroulant à toute vitesse dans un fil de soie de plusieurs mètres de long. Voici la veuve noire d'Europe, l'Atrodectus tredecim guttatus. Certaines de ses cousines sont présentes en Amérique, en Afrique et en Australie. Son venin contient de l'alpha-latrotoxine, un poison 15 fois plus toxique que celui du serpent à sonnette. La veuve noire doit son nom à une sinistre habitude. Si elle en a l'occasion, la femelle n'hésite pas à dévorer son compagnon. Celle-ci a mis 2 jours à construire sa toile. Elle lui sert de piège pour attraper ses proies, mais aussi de nid où s'abriter et se reproduire. Cet enchevêtrement chaotique semble ne répondre à aucune exigence géométrique. Un mâle s'approche, visiblement intéressé. Situé à l'extrémité de ses pédipalpes, ses bulbes copulateurs sont prêts à transmettre son patrimoine génétique. Il doit toutefois se montrer prudent s'il veut rester en vie. Les mâles du genre Latrodectus survivent rarement à l'acte sexuel. Pourtant, ils ont développé des techniques surprenantes pour essayer d'échapper à leur destin tragique. En Australie, comme en Amérique du Nord, ces minuscules prétendants emprisonnent les pattes de leurs compagnes avec un fil de soie pour les neutraliser.
celui-ci mange toute une partie de la toile de la femelle. Il tisse ensuite sa propre soie dans les fils qui restent pour augmenter ses chances d'évasion. Après plusieurs heures de manœuvres d'approche, c'est enfin le moment de vérité. Manifestement, il a dû commettre une erreur quelque part. Il existe toutes sortes de toiles d'araignée. Au centre de celle-ci, l'animal a aligné ses victimes de manière à former une sorte de brindille. C'est à la fois un garde-manger et un piège. Même si les araignées n'ont pas d'ailes, les plus petites sont capables de voler. Leurs fils de soie les maintiennent dans les airs, et s'ils sont assez longs, ils leur permettent de se déplacer au gré du vent, aussi longtemps qu'elles le souhaitent, profitant des courants ascendants pour parcourir de grandes distances. Pour atterrir, il leur suffit de dévider leur fil et de se laisser descendre jusqu'à la terre ferme. Les jeunes araignées utilisent cette technique de vol pour élargir leur territoire. Sans destination particulière, elles cherchent juste à s'éloigner de leurs parents pour éviter d'être en concurrence directe avec eux. Les compétences de pilote des araignées se résument au contrôle de leurs fils de soie. Les plus grandes se retrouvent parfois à manipuler des fils de plus de 5 mètres de long. Pour préparer son décollage, l'araignée grimpe le plus haut possible afin de limiter les obstacles. Du haut de son promontoire, elle évalue la force du vent et la longueur de fil dont elle aura besoin. Une fois que sa traîne de soie est prête, elle n'a plus qu'à guetter le courant d'air idéal avant de se laisser porter par le vent. Les fils translucides qui restent attachés au sommet des rochers ou au bout des branches témoignent de leur utilisation comme plateforme de lancement. À la saison où les jeunes araignées partent explorer le vaste monde, n'importe quel point surélevé est susceptible de devenir une aire de décollage. Le paysage se couvre alors de fils d'argent qui ondulent sous le vent.
En plus d'être un accessoire indispensable pour voler ou pour chasser, la soie sécrétée par l'araignée est avant tout un matériau de construction unique en son genre. Il lui permet par exemple d'améliorer le trou sommaire où elle fait son nid. Beaucoup d'espèces tapissent leur terrier de soie, mais rares sont celles qui le camouflent aussi soigneusement sous un couvercle cylindrique. En plus de cette porte, la mygale fouisseuse parsème les abords de sa tanière de longs fils entrecroisés. Un filet de soie qui l'avertira à coup sûr de l'arrivée d'une proie. Cette araignée des sables appartient au genre Sicarius, un terme latin qui, dans l'Antiquité, désignait un assassin sans pitié. Malgré son nom de brute, c'est une chasseuse très sophistiquée. Elle est vive comme l'éclair. Et peut s'enfouir sous une fine couche de sable en quelques secondes. Ainsi camouflée, elle attend patiemment qu'une proie passe à sa portée. Les multiples talents des araignées n'ont pas fini de nous étonner. Ce sont des créatures complexes et essentielles à l'équilibre de notre écosystème. Mais il faut savoir dépasser les apparences pour les apprécier à leur juste valeur. Pour la plupart des gens, l'araignée n'est pas un animal plaisant à regarder. Elle n'est pas seulement dangereuse, elle est aussi assez laide. Mais la beauté n'est qu'un standard établi par l'homme, sur des critères qui deviennent absurdes quand il s'agit d'observer un être aussi différent de nous. On a tendance à préférer les animaux dont la physionomie et le comportement paraissent familiers. Il semble ainsi plus facile d'interpréter leur posture et leurs expressions. Regarder l'autre dans les yeux peut permettre de deviner ses intentions. Mais quand on observe une araignée de près, à première vue, on ne comprend pas grand-chose. Pourtant, nous partageons avec elle plusieurs points communs. Par exemple, nous avons résolu certains problèmes d'ordre biologique en trouvant les mêmes solutions qu'elle. Ainsi, l'homme et l'araignée sont tous deux experts en géométrie. Cependant, leurs capacités intellectuelles sont extrêmement différentes. Alors que l'homme doit tout apprendre, l'araignée suit son instinct dès sa naissance. Voici la toile d'une toute jeune araignée. Ce quasi-nouveau-né débute à peine dans l'art de la chasse. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'améliorera pas ses pièges en grandissant.
Dès le départ, il tisse sa toile en suivant le manuel d'instructions que lui ont légué ses deux parents. Il en sera ainsi jusqu'à sa mort. S'il se débrouille bien, il pourra grandir et se reproduire. Dans le cas contraire, il mourra de faim. Les débuts sont difficiles. Cela n'a rien à voir avec l'agencement désordonné de sa toile. Au sein de son espèce, même les adultes suivent à peu près le même schéma de construction chaotique. Voici un gros spécimen du genre Argiope. Dans certaines régions du monde, ces zébrures colorées lui valent le surnom d'araignée tigre. À peine le soleil couché, elle entre en action. Elle doit se tisser une nouvelle toile. La précédente a duré 48 heures et lui a bien servi si l'on en juge par le ventre rebondi de l'animal. Mais à présent, elle est trop délabrée pour être encore efficace. L'Argiope commence par manger les fils qui restent. La soie est un matériel biologique très coûteux à produire. En ingérant ces fils usagés, l'araignée les recycle à 90% et les transforme en soie toute neuve pour sa nouvelle toile. Dans un premier temps, elles mettent en place les grands fils qui délimiteront et supporteront l'édifice. Les araignées ont une très bonne perception de l'espace. Elles sont capables de déterminer avec précision la surface maximale que peuvent offrir les points d'accroche disponibles autour d'elles. Une fois le cadre de la toile terminé, l'Argiope commence à tisser les rayons principaux du centre vers l'extérieur. Contrairement aux autres, ces fils ne sont pas couverts de colle. Ils permettent à l'araignée d'aller d'un bout à l'autre de son piège sans se retrouver engluée. Elle s'attaque à présent à la partie centrale de son œuvre. À l'aide d'une soie très fine et d'une technique toute particulière, elle tisse une sorte de coussin souple qui amortira les chocs et lui permettra de garder l'équilibre quand un insecte se prendra dans sa toile. Enfin, elle bâtit la spirale qui formera le corps stratégique de son piège. Les fils de cette spirale sont couverts de minuscules gouttes de glu, réparties à intervalles réguliers. L'araignée les évite soigneusement, mais dans l'éventualité d'un faux pas, ses pattes sont enrobées d'une substance huileuse qui lui permettrait de s'échapper. La taille des mailles de ce filet n'est pas choisie au hasard. L'Argiope détermine l'espace qui sépare les fils selon les proies qu'elle a rencontrées le plus souvent sur son territoire. Un
Ainsi, s'il s'agit de papillons, elle construira des mailles plus larges que si son domaine était peuplé de mouches. La soie, sécrétée par l'araignée, est une fibre de protéines à la fois élastique et résistante. Partout où il y a des insectes, on trouve ces petits chefs-d'œuvre de l'architecture arachnéenne. Des dizaines de milliers d'espèces utilisent les mêmes motifs géométriques pour construire leurs pièges. Mais dans la nature, rien n'est parfait, pas même les toiles d'araignée. Une fois mouillée, la soie collante perd de son efficacité. L'animal va devoir bâtir une nouvelle toile ou attendre que le soleil réapparaisse et sèche les fils de son piège. Mais rien ne garantit que le beau temps revienne de sitôt. La pluie n'affecte pas toutes les araignées de la même manière, car certaines ne construisent pas de toiles ni de pièges sophistiqués pour chasser. La technique des araignées crabes nécessite simplement qu'il fasse assez chaud pour que les insectes entament leur travail de pollinisateurs. Ce ne sont pas des bâtisseuses. Elles se contentent d'utiliser les fleurs à la fois comme cachette et comme appât. Dissimulées par un camouflage assorti à la végétation qui les entoure, elles traquent leur proie en toute discrétion. Elles sont particulièrement puissantes et rapides, comme leur venin. Les araignées de la famille des Salticidae ne bâtissent ni toile ni terrier, mais elles ne se cachent pas non plus au milieu des fleurs. On les appelle araignées sauteuses, parce qu'elles attrapent leurs victimes en se jetant sur elles à la vitesse de l'éclair. Extrêmement rapides, elles sont aussi dotées d'une acuité visuelle exceptionnelle, parfaitement adaptées à leur méthode de chasse. Toujours à l'affût d'une proie potentielle, elles passent leur temps à scruter les alentours. Au lieu de dénicher un bon repas, celle-ci se retrouve face à une congénère du même sexe. Il va falloir qu'elle défende son territoire. Son corps, sa tête et ses pattes sont couverts de peinture de guerre. Dans une tentative d'intimidation,
elle lève ses pattes antérieures à la verticale pour paraître plus grande. Mais cette posture ne suffit pas toujours. L'attaque est fulgurante et la perdante bat aussitôt en retraite, peut-être avec une dose mortelle de venin dans le corps. Voilà ce qui arrive quand on brave les menaces pourtant explicites de son adversaire. L'intimidation peut être une tactique défensive efficace pour certaines araignées. Mais lever les pattes en l'air ne les aidera pas à échapper à l'attaque d'un prédateur, surtout s'il est gros et rapide. La meilleure solution est encore de passer inaperçu ou de se cacher. Certaines espèces se dissimulent sous l'eau. Elles ont du même coup appris à vivre et à chasser dans le milieu aquatique. Beaucoup d'animaux ont pour habitude de manger des araignées. Étant donné leur taille imposante, les tarentules sont très appréciées. Elles ont donc développé une arme redoutable qui leur évite même d'avoir à se cacher. Pour cette tarentule, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si un gros prédateur s'approche un peu trop près, elle frotte ses pattes contre son abdomen et libère ainsi un nuage de soie urticante. Chez celui qui les inhale, ces poils microscopiques provoquent de terribles démangeaisons et des difficultés respiratoires pouvant aller jusqu'à l'asphyxie. La tarentule est dotée d'une pilosité très abondante. Indispensable à sa survie, ses poils lui permettent entre autres de percevoir son environnement avec une grande précision. Par leur intermédiaire, elle capte et analyse toutes sortes d'éléments, tels des micro-courants d'air ou d'infimes impulsions électriques. Elle peut aussi repérer un éventuel compagnon et déterminer son humeur. Comme celui de la veuve noire, le rituel amoureux de la tarentule implique une part de risque bien réelle. Les actes de cannibalisme sont monnaie courante. Quand deux tarentules se rencontrent, le stress est à son comble. Jusqu'à la pointe de leurs pattes, leurs poils hypersensibles se dressent à la verticale. En une fraction de seconde, un partenaire potentiel peut se transformer en prédateur ou en proie. Il serait pratique de pouvoir se reconnaître au premier regard, mais c'est loin d'être aussi facile. Avant même de se toucher, les deux tarentules s'entourent de 1000 précautions. Elles commencent par marteler le sol de leurs pattes, une forme de communication qui leur permet de s'assurer que l'autre appartient à la même espèce. Une fois qu'elles ont établi qu'elles parlaient bien le même langage,
elles peuvent évaluer leurs intentions respectives. C'est le mâle qui prend l'initiative de l'acte sexuel. S'il veut arriver à ses fins, il doit avant tout inhiber l'instinct prédateur de la femelle. Pour ce faire, il lui administre une multitude de caresses du bout de ses pattes. Ces tendres préliminaires ne l'empêchent pas de rester sur ses gardes et de bloquer les chélicères de sa partenaire pour éviter qu'elle ne l'attaque. La lenteur hypnotique de ses mouvements semble apaiser la femelle. Le but est de la garder immobile quelques instants, le temps pour lui de se glisser sous elle. À l'aide de ses pédipalpes, il doit déposer la petite poche de soie où il a stocké son sperme dans la fente génitale de sa compagne, sous son abdomen. Du bout de ses pédipalpes, il repère l'endroit stratégique. C'est le moment ou jamais. C'est fait. Une fois sa mission accomplie, le mâle n'a plus qu'à s'éloigner prudemment. Dans les jours qui suivent, il pourra répéter la même parade nuptiale plusieurs fois. Généralement courte, la période comprise entre la fécondation et la ponte des œufs varie d'une famille d'araignées à l'autre. Toutes sont ovipares, c'est-à-dire que les embryons se développent dans les œufs à l'extérieur du corps de la femelle. On trouve cette araignée à longues pattes aux quatre coins du monde, dans les endroits sombres et humides. Elle doit son succès démographique à une grande capacité d'adaptation et à une méthode de reproduction très efficace. Cette femelle semble épuisée, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Après avoir pondu ses œufs dans un petit sac de soie, elle va devoir porter ce cocon entre ses chélicères pendant près d'1 mois. À aucun moment, elle ne pourra s'en séparer, ni pour manger, ni pour boire. De nombreuses femelles meurent ainsi avant l'éclosion de leurs œufs. Ces mères dévouées constituent souvent le tout premier repas de leurs petits.
Pour l'avenir de l'espèce, mieux vaut se sacrifier que de dévorer sa progéniture. Cette mère ne se contente pas de protéger ses œufs. Après l'éclosion, elle transporte sa centaine de nouveau-nés sur son abdomen pendant encore une quinzaine de jours. Elle peut ainsi les défendre et leur offrir un début de vie plus facile. Poussés par leur instinct, les petits quittent le berceau l'un après l'autre. Grâce aux déambulations de leur mère, ils se répartissent sur un domaine bien plus vaste que s'ils avaient dû se déplacer par leurs propres moyens. Ainsi, frères et sœurs ne se feront pas concurrence sur le même territoire. Et la femelle risque moins de croiser leur route une fois qu'ils auront grandi et oublié leur lien de filiation. Les toutes jeunes araignées commencent leur vie cernées par le danger. La première menace vient souvent de leur propre mère, qui va vite ne plus les reconnaître comme ses descendants. Ce n'est pas un quelconque instinct maternel qui la retient pendant un temps de tuer ses petits. En réalité, son comportement est dicté par ses hormones. Celles-ci viennent temporairement inhiber ses sensations de faim et son instinct de prédatrice. Mais leurs effets commencent à s'estomper quelques jours après l'éclosion. Il est temps que la famille se sépare. Ces jeunes ne vont plus tarder à quitter leur mère. Ils sont prêts à suivre leur propre destin d'arachnides. Il reste sans doute des milliers d'espèces d'araignées à découvrir. L'étude de leur venin et de leur soie devrait permettre de multiples avancées scientifiques, notamment dans le domaine médical. Ces petites bêtes ont encore beaucoup à nous apprendre. Pour cela, il nous faudra dépasser la répulsion qu'elles nous inspirent si souvent, car au-delà de leur apparence peu engageante, elles n'ont certainement pas fini de nous surprendre. Dans un instant, embarquez sur le Queen Elizabeth pour un tour du monde et suivez les aventures du gentleman voyageur que voici